Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, je m'entretiens avec notre nouveau journaliste François Poisson et lui-même s'entretient par la suite avec Pierre-André Julien, ex-professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que Stéphane Béraud de Bécancour à vélo. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Un info qui va être consacré à François Poisson parce qu'on a maintenant des journalistes à Télécœur, grâce entre autres à l'initiative de journalisme local du gouvernement du Canada. On les remercie, Patrimoine Canada, de nous permettre d'avoir une embauche double parce que, bonjour François. Bonjour Stéphane. Il y a toi, puis il y a Caroline Desormiers. Oui. Puis là, juste pour vous mettre en contexte, on est dans la salle du conseil municipal. Pourquoi on est ici, François? C'est que là, on t'a organisé avec Caroline une journée de tournage. Oui, une journée de tournage. On a 7 invités qu'on rencontre aujourd'hui, tous des gens de Nicolette. Donc, pour ça, on s'est fait prêter la salle du conseil. Ben oui, une belle collaboration, entre autres, David de Nicolet. Mais là, je veux que les gens, parce que là, tu vas apparaître de plus en plus à l'écran de Télécœur. Fait que là, il y a des gens, oui, qui te connaissent, mais il y en a peut-être qui te connaissent moins. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on te découvre. François Poisson, là, ça commence où, ça, dans la vie? Tu es né d'une maison ou d'un hôpital? Je suis né dans un hôpital à Sainte-Foy. À la région de Québec? Oui, parce que mon père étudiait à l'Université Laval. OK. Mais assez rapidement, on est déménagé à Trois-Rivières, d'où mes parents sont originaires tous les deux. OK. C'est des parents, des gens du quartier Sainte-Cécile. Là, OK. Ils ont grandi là. Puis ensuite, petit passage à Ottawa, mon père faisait une maîtrise. Puis on est revenu à Trois-Rivières. Moi, j'ai grandi là, mon enfance, mon adolescence, là, Trois-Rivières. Trois-Rivières. Ouais. Puis moi, je suis toujours curieux de comprendre les parents. Oui. Parce qu'il y a François, il y a eu des parents. Oui. Tu dis ton père faisait un bac à l'Université Laval, il a fait une maîtrise à l'Université d'Ottawa. Oui. Il a étudié en quoi, ton papa? En psychologie. OK. Oui. Et c'est une des personnes à l'origine du programme de génagogie qu'il y a eu à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est l'animation des groupes. Ah, OK. La J'allais dire c'était pour les derrière aînés. ça. C'est pas Non. ça, c'est gérontologie. Oui, c'est la génagogie, l'animation des groupes. Ben oui, parce que l'UQTR avait une réputation. Je sais pas, j'ai pas suivi, mais on avait ça, cette On avait ça. particularité. On avait ça, ça a été fondu avec autre chose. Maintenant, c'est devenu communication sociale. OK. Mais ça a existé. J'ai moi-même été chargé de cours ouais. dans le même département que mon père. Là. Tu travaillais ça en même temps que lui? Oui. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est du particulier. Et ta maman, elle faisait quoi? Hein? Ma maman a fini sa carrière. Plus jeune, elle était institutrice. Mais elle a fini sa carrière comme étant secrétaire de direction au CLSC de Trois-Rivières. OK. Fait que des gens qui ont baigné dans le milieu d'éducation, Ouais. moi, ton père, toute sa carrière professionnelle. Et toi, là, es-tu enfant unique? J'ai une sœur Sœur qui est dans le qui est domaine... notaire ici à Nicolette. Hein? Ouais. Mais là, ça s'est passé comment? Là, je vais revenir à Trois-Rivières, là, mais tu sais, moi, je te connais, gars de Saint-Angèle, Ouais. très présent avant que tu deviennes journaliste à Télécœur. Moi, je te voyais, OK, en fête. Je me rappelle, entre autres, tu animais, tu étais le capitaine de la croisière. Oui, le capitaine bourgeois. Puis je te voyais être actif dans ton milieu, puis tout ça. Très implanté. Moi, dans ma tête, tu venais de Saint-Angèle. C'est la preuve que tu t'es bien intégré. Ouais. Mais c'est quoi qui t'a amené à traverser l'autre bord? C'est l'amour. Ah. Et c'est le capitaine bourgeois, justement. Parce que moi, j'ai très peu enseigné. Là. Chargé de cours, ça a duré 3 ans. OK. Mais j'ai découvert le théâtre au même moment. Ah. Et je dois dire que je mettais plus de temps dans les spectacles de théâtre que dans ma préparation de cours. Et fait que c'est devenu, à un moment donné, tu tires des conclusions. Fait que j'en ai fait ma vie. J'en ai fait mon gagne-pain. Donc, j'ai appris le métier. Ensuite, j'ai eu ma compagnie de théâtre spécialisée dans le théâtre historique, beaucoup du théâtre de rue, à Trois-Rivières. Et là, donc, je me suis fait connaître pour mon interprétation de personnages historiques. Tous les noms, en fait, c'est drôle parce que tous les gens qui ont donné leur nom à des pavillons de l'Université du Québec à Trois-Rivières, je les ai pas mal tous interprétés. Albert Tessier, Pierre Boucher, c'est tous des gens avec des personnages que j'ai eus pour faire des tours de ville de Trois-Rivières. Donc, puis ça s'est su, puis entre autres, c'est Mme Belrose du Centre de la biodiversité du Québec qui est installée à Saint-Angèle, Ben oui. qui était sur un comité
pour le rendez-vous au fleuve, parce qu'il y avait aussi un symposium de peinture. Les peintres étaient au centre de la biodiversité. Donc, sur ce comité-là, elle a dit aux autres, « Ah, bien, vous voulez un personnage historique, François Poisson de Trois-Rivières, pourrait venir faire ça. » Il me convoque à une réunion, et là, il y a une belle fille d'assise à table. Fait que moi, pas plus fou qu'un autre, je vais m'asseoir à côté d'elle. Tu sais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis là, il y a l'événement parce qu'ils m'engagent, tu sais, je les ai convaincus. Il y a l'événement, je fais mon travail de capitaine bourgeois qui fait découvrir le village aux gens. Et Caroline Pépin, elle travaille à l'Angélène, mais elle fait partie du comité du rendez-vous au fleuve. Et bon, on se croise de temps en temps, elle se promène en bicycle, comme partout, elle est active, puis tout ça. Et sa patronne, qui est Michel Hamelin, OK. qui a fondé avec son conjoint de l'époque, l'Angélène, nous a fait un blind date. Ah, Genre. OK. Ben, c'est un traquenard, en fait. Ah, tu t'es fait piéger. Je me suis fait piéger. L'amour. On avait eu un 5 à 7 le vendredi. C'était super le fun. C'était à Marina de Saint-Angèle. Moi, je ne connaissais pas l'endroit. Tu prends une bière, tu as le fleuve, c'est magnifique. Fait que le samedi, elle me dit « Hey, il y a un 5 à 7 aussi à soir. Tu reviens-tu? » Ben oui. Mais il n'y avait pas de 5 à 7. C'était un 5 à 7 à 2. Fait que là, on entre dans la marina qui sert déjà à l'époque, c'était pas le quai, au quai des Brasseurs, mais ça servait des repas. Uh-huh. On rentre dans la marina, on s'assoit, on regarde les menus, on commande. Fait que là, you, 5 à 7. Et là, Michel Hamelin a dit, bon, ben, faut que j'aille nourrir mes chats. Bye-bye. Fait qu'il y avait Caroline et moi, et elle s'est poussée, Michel. Fait que là, on a parlé toute la soirée, puis on le a appris clic à se s'est fait. connaître. Puis à un moment donné, tu as aménagé avec elle, qui était, Ouais. elle est de Saint-Angèle. Elle est de Saint-Angèle, fille de Jean-Paul Pépin, ancien conseiller municipal. Donc, Très impliquée à Patrimoine de Bécancour ouais, maintenant, au concours avec de le menterie. concours de menterie. As-tu participé au concours? Ben oui, Jean-Paul, pas comme menteur. Moi, je suis pas menteur dans la vie. Mais Jean-Paul, je suis le maître de cérémonie. C'est ça. Et puis, c'est moi qui lui trouve aussi des juges. Là. Souvent, Ok. je vais utiliser des collègues de l'École nationale de police parce que j'ai aussi cet autre emploi-là d'être comédien à l'École nationale de police du Québec. Parce que là, bon, comédien, théâtre, histoire. Pourquoi? Parce que, là, évidemment, quand tu es comédien à l'Institut, pas à l'école, là, j'ai dit, moi j'ai le vieux terme, hein, Ouais. l'Institut de police, l'École nationale de police, quand tu es comédien, c'est pas à connotation historique. Mais pourquoi t'être dirigé? C'était-tu un intérêt que tu avais, toi, à l'histoire, le patrimoine? C'était dormant, j'imagine. OK. Ce qui est arrivé, le théâtre, là, en fait, c'est par l'entremise des Nouveaux Compagnons à Trois-Rivières que j'ai connu ça. Les Nouveaux Compagnons, c'est un peu une troupe. Mon grand-père a été là-dedans. Ma tante Nicole Poisson-Trudel a été là-dedans longtemps. Maintenant, bon, sa fille Annie est là-dedans. C'est comme une institution familiale. OK. Alors, et moi, ben, je suis revenu à Trois-Rivières après mes études et j'essayais de me trouver un réseau. Puis les gens que je connaissais faisaient du théâtre. Ben, il y avait ma tante, entre autres. Elle m'a amené une rencontre, puis de fil en aiguille, là. Et à un moment donné, l'Office du tourisme a approché les Nouveaux Compagnons pour dire on aimerait ça, une pièce sur la Nouvelle-France au parc portuaire l'été prochain. OK. Fait que là, bon, OK, bon, on réfléchit à ça. Connaissez-vous des pièces? Cherche un peu, tout ça. Trouve rien. Ben, finalement, j'ai dit, ben, je vais en écrire une. Pourquoi pas? Moi, j'ai écrit beaucoup de poésie étant plus jeune. J'ai essayé de me faire publier, ça n'a pas marché. Mais Tu pourrais t'auto-publier. Comment Je pourrais. À compte À compte d'auteur. d'auteur. Ben oui. Ouais. J'ai fait ça deux, trois Ouais, fois, moi. je pourrais. Ben oui. Et là, donc, je pourrais écrire ça. Fait que j'ai fait des recherches. La première pièce s'est appelée la fille, Hertel et filles. OK. Donc, un des premiers colons de Trois-Rivières. C'est devenu une trilogie. Donc, 3 ans de temps, on a fait les Hertel, les Godefroy, les Leneuf, qui sont vraiment le noyau de famille à l'origine de Trois-Rivières. Donc, j'ai fait la recherche, j'ai écrit ça. On était une équipe d'une dizaine. Puis c'était dehors, au parc portuaire, avec comme arrière-plan le fleuve. C'était un bel environnement de travail. Puis dans ce cadre-là, de faire du théâtre historique, oui, tu peux avoir une liberté créative, mais il ne faut pas que tu exagères, parce que là, tu peux pas dire n'importe quoi. Non. Tu peux pas faire intervenir, on va écouter les ploufs quand que la radio Non, n'existe pas non, encore. non, c'est ça. Bien, c'est sûr que petit budget, Oui. donc il faut donner le coup d'œil de, tu sais, Ouais. des éléments de décor, des costumes qui ressemblent à, tu sais.
2022, là, je serais gêné de montrer ce qu'on a fait en 96 parce que nos Indiens étaient habillés un peu étrangement. Là. Je pense pas que c'était conforme. C'était caricatural. Un peu caricatural. Tu sais, aujourd'hui, on ne ferait pas ça de la même façon. Ouais. Mais le coup d'œil était là. Puis ça... Puis le théâtre de rue, parce que là, moi, on va venir à l'après François Poisson. Là. Ouais. Tu sais, cet art-là accessible, cet art-là au peuple. Ouais. Tu sais, de ne pas dire... Moi, j'ai rien contre les salles de spectacle, là. Mais tu sais, ça reste qu'il faut que tu amènes le monde dans la salle. Tandis que si tu fais de la musique, de la jonglerie, du théâtre dans la rue, tu vas dans le monde. C'est-tu quelque chose qui t'animait, ça, cette accessibilité-là de la culture? Oui. C'est juste pas simple. Ah. C'est pas simple. On a, parce que, par la suite, l'Office du tourisme de Trois-Rivières nous a engagés aussi pour faire d'autres formats, là, justement des groupes, d'amener des gens, d'être mobile. On a essayé plusieurs façons. On a essayé de se promener à 3 comédiens. On avait nos éléments de costume, de décor, tout ça, dans un vélo de dépanneur. Ah. Avec la boîte en avant, j'avais un baril, des pots, des fourrures là, de castor, tout ça. Puis on avait des drapeaux, puis on changeait au gré des scénettes, là, mais il fallait se déplacer dans le monde. Puis les gens, là, ils se promènent, les gens, ils font du tourisme. Ils ne sont pas nécessairement prêts à entendre une scénette là, de 7-8 minutes. Fait que c'était très difficile d'aller chercher le monde. L'année d'après, en fait, il y a eu un événement Duplessis à Trois-Rivières, L'ombre et la lumière. Oui. Et là, à mon avis, il y avait plus d'ombre que de lumière. Ouais. Mais ça, c'est mon point de vue. Moi, je faisais le livreur d'épicerie. J'étais encore sur mon vélo de dépanneur, on avait mis le logo de l'événement, là, Duplessis, ombre et lumière, sur le côté. Puis, moi, je livrais des pommes, tout ça. Et là, je m'astinais avec une bourgeoise qui était duplessiste à l'os, là, puis à des chansons. Parce que souvent, ça a été inclus, ça. Moi, j'étais un petit chanteur, là. J'ai été été dans les chanteurs de Trois-Rivières. Okay. Tu as une formation musicale sérieuse, ouais. Là. OK. Tu joues-tu d'un instrument? La voix. C'est okay. la voix, c'est déjà mon ça. instrument. Bon. Puis, donc, dans mon théâtre, j'amenais souvent des chansons. Fait que ça, c'est d'autres recherches, là, aller trouver des chansons d'époque. Puis, je tombais sur des comédiens talentueux avec qui je pouvais chanter à 3 voix. Il y a des étés, là, c'est des souvenirs extraordinaires parce que on chantait... Bon, c'était pas de la grande chanson qui passait à l'histoire, mais des chants patriotiques, revendicateurs, des fois guerriers, de notre patrimoine québécois. Là. Parce c'était une forme... Ce que les gens ne se rappellent pas, on a été scolarisés. Là. Nos parents ont été scolarisés, ils ont été très scolarisés. Ouais. Mais cette accessibilité-là, dans les années 40, jusqu'à la Révolution tranquille, les Fridolinades. Il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas écrire. Tout à fait. Fait que la manière de s'exprimer, c'était par le chant. Bien, il y en a encore pas mal. Oui, malheureusement. C'est pas tant connu que ça, puis débattu, mais il y a encore beaucoup de gens. Puis il y a beaucoup de gens pour qui la culture, c'est épeurant, qui ne sont jamais allés voir une exposition, qui ne sont jamais allés dans un musée, pour qui c'est rébarbatif, c'est pas pour eux. Bien, alors que c'est pour tout le monde, parce que la culture, ça ouvre des Puis horizons. sortons là. Moi, je trouve ça intéressant de faire du théâtre de rue. J'ai vu ça aussi, il y a très longtemps, des expositions de photos à Montréal, dans des rues. Oui. Ça, je trouve ça passionnant d'avoir des panneaux historiques. On en a aussi dans la région. Ben oui. À Wauquiez, entre autres, à Saint-Angèle. On a dans la ville de Nicolette aussi. Donc, c'est ça. Fait que là, on a parlé de culture, de théâtre. L'homme de valeur, l'homme d'idéologie, de politique. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui disent, il me semble que j'ai déjà vu ce gars-là. Il me semble que je l'ai vu sur un poteau. C'est que tu as été candidat pour Québec solidaire à l'élection de 2018. Bon. Fait qu'évidemment, on se présente candidat dans un parti politique. Bravo, mais souvent, c'est pas... tu n'as pas eu une lumière qui dit « Moi, je m'implique politiquement ». Ça remonte à où? T'étais-tu un jeune, exemple? T'étais-tu dans le conseil étudiant à ton école? T'étais-tu quelqu'un qui était un militant jeune? Oui. Ça dépend à partir de quel âge. À partir du collégial... Je suis allé au Collège La Flèche. J'étais sur les conseils étudiants. J'ai été président de ma 2e année. Là. Okay. Par la suite, ça a été plus les journaux étudiants. J'étais à l'Université Laval en communication. J'étais à l'Université de Montréal en sociologie.
J'étais impliqué à Laval dans le journal de ma concentration, à Montréal dans le journal de l'ensemble de l'université, le Continuum. Il y avait comme une filière Continuum, voire le Devoir à l'époque. Je pensais que c'est ce qui m'attendait. J'ai mon petit caractère. Avec d'autres journalistes, on s'est insurgé contre la façon de faire de la rédac-chef. Vous êtes créé un journal parallèle. On a voulu la putcher. Fait que c'était comme, c'est elle ou nous. Puis la directrice générale a dit, ben ça va être elle. Fait que j'avais créé votre journal. On est parti. Puis les autres sont retournés éventuellement. On était 4. Mais moi, je suis têtu. Puis moi, j'ai mes principes. Fait que moi, je ne suis pas retourné. Fait que ça a comme mis fin à cette filière-là pour moi là, de journalisme écrit. C'est à ça que je me destinais. Tu voulais faire ça dans la vie. Oui, tout à fait. Mais tu l'as refait un peu par après. Bien, je le fais maintenant. Oui, comme journaliste télé. Ah, puis dans Saint-Angèle, oui. Oui, tu t'es occupé du journal de secteur. Comment ça s'appelle? La Grand-Rivière. Oui, tu t'es occupé de ça. Parce que c'est comme ça que s'appelait le boulevard Bécancour actuel, la 132. Ça s'appelait le rang de la Grand-Rivière. La Grand-Rivière étant le fleuve. Fait que là, tu voyais... le média, c'était une manière pour toi de promouvoir des valeurs. Mais là, il y a la fameuse neutralité journalistique. Là. Tu te destinais-tu plus à être un éditorialiste, un chroniqueur? Neutralité journalistique, le journal du village, à un moment donné, quand c'est du bénévolat, je peux-tu essayer de pousser mes idées? Moi, c'est l'environnement. OK. C'est l'environnement. C'est aussi des valeurs de respect. J'ai publié un article là-dedans sur le respect des limites de vitesse. Quelque chose qui n'est pas assez présent, puis que je trouve ça, moi, inconsidéré de la part des gens qui le font. Mais beaucoup l'environnement. Puis on parlait de QS, là, Québec solidaire, c'est ça qui m'a amené beaucoup là-bas. Mais la justice sociale aussi. Mais le discours environnemental, dès mes 20 ans, là, je l'avais. Okay. Puis ça, puis une critique du capitalisme. Genre, je voyais l'individualisme qu'entraînait la voiture, la télévision, le bungalow, que chacun, là... On s'isole. Oui, on s'isole. C'est des outils d'isolement. Moins de débats publics, moins d'endroits. L'agora, l'endroit où, dans la Grèce antique où la cité, on parlait, la cité. Ouais, fait que c'était comme... Quoiqu'il faut remettre en question la démocratie athénienne. Dans ce temps-là, c'était beaucoup les messieurs en haut de tel âge, puis ils excluaient... Les possédants. Oui, c'est ça. Mais ça reste que... On a évolué depuis ce temps-là, oui, heureusement. Mais je trouvais que tout ça, c'était toutes des atteintes à ça qui faisaient en sorte que les gens, là, finalement, je t'en allais chez eux, puis ils se mettaient le cerveau à off devant la TV, puis l'étalement urbain, justement, une société faite en fonction de la voiture, puis tout ça. Puis déjà, à l'époque, là, c'était pas les changements climatiques, puis c'était pas les gaz à effet de serre, c'était déjà juste la pollution. Les pluies acides. Oui. Ouais. Fait que j'étais très conscientisé à ça, sans avoir milité. C'est venu vraiment beaucoup plus tard, mais j'ai toujours eu un discours, j'ai toujours été achalant pour mes proches, ma parenté, mes amis. Là, j'ai toujours été le petit achalant là, vert. Là, très politisé. Puis, outre l'environnement, tu me parlais de justice sociale. Il y avait, l'amas d'histoire. Est-ce qu'il y avait un indépendantiste en toi aussi? C'est sûr que quand tu connais ton histoire, quand tu vois tout ce qu'on a subi comme peuple, de toute façon, chaque nation a en germe, en elle-même, cette volonté-là, à un moment donné, de s'émanciper. Fait que c'est sûr que je pense qu'on est une société distincte, on est un peuple à part entière. On veut ça, quelque part. Beaucoup de gens le mettent ça dans une petite case puis l'oublient, mais je pense qu'il y a ça, quelque part. On est assez distincts. La boussole électorale à Radio-Canada, on regarde ça, puis ils publient à la fin là, un peu, un portrait de le Canada selon les provinces, ça. Le Québec est tellement différent du reste du Canada, à part un petit peu la Colombie-Britannique, mais les Maritimes, l'Ouest, on est un ovni au Canada. Ça serait normal qu'on ait un pays à nous. Fait que c'est sûr que oui, c'est une composante. Puis mon grand-père, mon père, militant de ce côté-là, le Parti québécois, la Saint-Jean-Baptiste. C'était élevé là-dedans. Le Bloc québécois. Mais il n'y a pas eu une désillusion, dans le sens, puis on jase pour jaser. Là, moi, je suis un petit peu plus jeune que toi, même si j'ai de l'air bien plus vieux. Là, mais moi, j'ai 47 ans. Fait que, moi aussi, j'ai eu des parents qui ont milité Parti québécois. Le poste 80 qui était bien dur. Il y a eu le poste pour nous 95, autres 15. Ouch! Mais
Tu crois-tu encore à ça, le militantisme? Parce que moi, à un moment donné, je vais te confier là, que c'est devenu bof. Là. C'est devenu... Parce que moi, j'ai fait sciences politiques, j'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise, puis là, tu sais, moi, j'y croyais, puis là, on est capable. Puis là, me dis d'un fois, Colin, tu sais, tu vois des débats poindre, là, puis il me semble que j'avais 10 ans, on parlait de ça. Là, on est encore dans la langue, c'est pas réglé. L'indépendance, c'est pas réglé. Non. Il vient pas un... comme tu viens de faire. C'est sûr. C'est sûr. Et là, puis des combats à mener, il y en a plein. Là, Fait que si tu mets tout dans l'environnement, bien, pendant ce temps-là, tu ne t'occupes pas du pays, tu ne t'occupes pas de la langue, tout ça. C'est sûr qu'il faut faire de quoi. Il faut choisir. Fait que sinon, on s'épuise. Mais quelque part, moi, je suis revenu finalement, le militantisme, écoute, 2012, les carrés rouges, ça, là, ça m'a mis le feu aux poudres. Surtout quand le gouvernement est arrivé, puis a comme voulu encadrer le droit de manifester des jeunes, tout ça, puis leur a tapé sa tête. Moi, là, ça m'a déclenché quelque chose. J'ai commencé à organiser dans mon village des manifestations de casseroles, puis je veux dire, ça a réveillé le militant en moi, puis il ne s'est plus jamais rendormi. Après ça, j'ai fait, comme mon grand-père avant moi, comme mon père, du syndicalisme à l'École nationale de police, parce qu'on subissait des sévices corporels, entre autres. Là, puis il y en a encore un peu on ne vous bat pas, là, mais ça... Bien, il y a beaucoup de blessures. En tout cas, bref. Mais en tout cas, tu voulais avoir une meilleure protection pour toi et les... Moi, mes collègues. Oui. Donc, fait que ça, et bien, évidemment, le militantisme environnemental et la politique. Parce que là, la question se pose, c'est quoi la meilleure façon d'arriver à changer les choses? Est-ce que c'est l'action citoyenne ou est-ce que c'est par le pouvoir politique? T'sais? Mais moi, je regardais mes modèles. Je regardais Françoise David, Amir Kadir, je regardais Manon Massé, je regardais même transpartisane, Mme Yvon, au PQ, Véronique tout ça. Yvon. Véronique Yvon. C'est des gens qui ont fait du terrain, puis qu'à un moment donné, se sont rendus compte que l'action citoyenne, ça n'allait pas suffire, il fallait prendre le pouvoir. Fait que je me suis dit, bon, OK, je vais essayer ça. Québec solidaire est en progression. Oui. Prendre le pouvoir, c'est pas encore... on n'est pas là encore. Là. Mais promouvoir les idées, oui. OK. Puis quelque part, bien, aller tâter, voir pourquoi est-ce que tous ces gens-là que je respecte immensément ont décidé, eux, d'aller en politique, alors que l'action citoyenne peut accomplir de grandes choses. On a du pouvoir, chacun, comme citoyen, quand on se lève debout. Oui. Parce que souvent... La force du Nord. En avant, là, ils ne sont pas habitués à des gens debout. Non. Fait que quand des citoyens se lèvent debout, garde, cette usine-là, là, on n'en veut pas, mais il peut se passer de quoi, là? Puis évidemment, là, il arrive le journaliste à Télécœur. Ouais. Parce que là, il dit, ben là, il va-tu faire la promotion de Québec solidaire? Tu as le droit d'avoir une vie citoyenne, comme moi d'ailleurs, comme les gens qui nous regardent, mais il y a un partage entre les deux. Oui. Ça, il faut avoir un sens de l'éthique que tout le monde n'a pas. Mais moi, je suis comme ça. Je veux dire, là, bon, on m'a donné une tribune, mais c'est de ne pas en abuser parce que, bon, de toute façon, justement, je pense qu'il faut que chaque côté, chaque parti aussi, son temps d'antenne. Si on veut. Oui. Puis on est régi, on ne le voudrait pas. On ne se fait pas des accroires, puis je vais vous confier. Moi, je savais que tu t'étais présenté Québec solidaire. Lorsqu'il est venu le temps de l'entrevue, je me demandais est-ce que tu veux te représenter. Fait que j'ai eu une réponse, parce qu'évidemment, moi, je veux que tu sois sur le terrain. Je pourrais dire, il se présente, fait que je le mets dans du travail administratif, mais moi, je veux que tu sois sur le terrain. Fait que, tu sais, comme télévision communautaire, on va avoir une élection au Québec au mois d'octobre, bien, on va interviewer les candidats, puis on va interviewer tous les candidats. Mais ce ne sera pas moi, parce que je ne me représente pas. Oui. Fait que là, c'est quoi la... Mettons, là, je te donne de la liberté, mais tu en as quand même relativement beaucoup. C'est quoi des sujets que tu veux approfondir dans ton travail journalistique à Télécœur? Des sujets que je veux approfondir. Alors, toi, Stéphane, tu m'as dit que j'allais pouvoir faire une certaine pédagogie sur l'environnement. Bien, de donner des contenus, par exemple, d'avoir des invités. Ouais. Tu sais, moi, j'ai dit exemple, tu sais, qu'est-ce qu'on peut recycler? Oui. En tout cas, moi, des fois, les codes, là, tu sais... Oui. Bien, ça... Le 6, hein, on peut-tu pas? Ça, c'est correct. Tu vas faire ça. Entre autres. Bien, c'est correct, ça. Et là, tu m'as dit aussi,
on pourrait parler ensemble de démocratie ou démêler les choses pour les gens qui sont moins familiers avec la politique, un peu faire le ménage de qu'est-ce qui est quoi. Puis, c'est quoi le municipal versus le niveau québécois? Pourquoi Exact. on a des députés au fédéral? C'est quoi ça, une MRC? Ouais. Les conseils de bande, les Autochtones, tout ça. Fait que démêler ça. Fait qu'on fait de la pédagogie. Tout à fait. Parce qu'on a un bel outil. Ouais. Une télé communautaire, c'est un bel outil. Sais-tu quoi? Je me suis rendu compte que, bon, j'ai arrêté de donner des charges de cours là, pour me ramasser dans un autobus, habillé en personnage historique, à donner un cours d'histoire à des touristes. Puis là, dans la peau d'un journaliste, à donner d'autres cours, à faire de la pédagogie par rapport à des choses qui se passent dans la société. Puis dans notre territoire. Voilà. Parce que bien que tu es né à Trois-Rivières, tu t'es enraciné. On va conclure avec ça, mais tu sais, moi, c'est pas pour rien, je pensais que tu étais de Saint-Angèle. Moi. Bien, je me suis impliqué dans le journal de Saint-Angèle à Grand-Rivière. Je me suis impliqué avec d'autres. On a fondé la BIC en course, la course de boîte à savon. Oui, j'ai déjà cité ça. Puis d'ailleurs, lors de la campagne électorale, on a fait une descente, les candidats ensemble. Ça a bien fini pour moi, un petit peu moins pour deux autres. Là, mais c'est ça, oui, j'étais impliqué. C'est pas drôle, c'était blessé. Impliqué dans le 150e aussi du village qui est tombé en pleine pandémie. Ben ça, oui, c'est un peu... Mais il va y avoir des éléments cet été. Je pense qu'on va faire un 150.2.0. On va essayer. Il y a un 2.1. spectacle, entre autres, simplement d'Assin, là, qui était prévu dans le cadre du 150e. Ça va rouler encore cet été. Fait que oui, on a récupéré des choses parce que sinon, c'était crève-cœur de... Parce qu'on vient à ça, l'identité. Tu sais, on parlait d'indépendantisme. Puis, tu sais, on peut être québécois puis pas être indépendantiste. C'est pas ça, je dirais pas ça. Mais, tu sais, l'identité, notre identité comme gens du cœur du Québec, de la MRC Bécancour, de la MRC Nicolet-Yamaska, bien, une télévision communautaire de part et pour nous autres, c'est dans ce continuum-là. Là. Oui. Puis, sais-tu quoi? Moi, je suis un gars de la Rive-Nord. À l'origine, quand je suis arrivé sur la Rive-Sud, ça fait quand même maintenant, 12-15 ans. Le rythme est différent. Les gens, je sais pas, c'est plus facile d'entrer en contact avec les gens. Il y a juste un fleuve entre les deux. Mais les communautés, tu sais, les communautés sont plus petites. Oui. Ce qui peut être un désavantage. Mais tu sais, le maire, il est facile à rejoindre. Ben oui. Tandis que dans des gros milieux... Ma conseillère, elle restait sur ma rue là, avant les dernières élections. OK. Hey, merci François Poisson d'avoir accepté le défi du journalisme à Télécœur. Fait que c'était un plaisir de te rencontrer. Longue vie à Télécœur. Oui, puis tu es facilement rejoignable aussi. Oui. Si les gens qui nous regardent, ils ont des sujets à proposer à François, n'hésitez pas, il est sur Facebook ou écrivez-moi à info@télécœur.tv puis je vais y acheminer ça avec plaisir. Merci François. Merci Stéphane. Alors, nous recevons maintenant Pierre-André Julien. Je vais vous le présenter comme professeur émérite de l'UQTR en économie. Mais Pierre-André a amené un livre et je vais vous lire l'arrière. On dit « Docteur en économie et professeur émérite de l'UQTR », ce que je viens de dire. Expert conseil de l'OCDE de 1989 à 2010 pour les PME. Il est aussi cofondateur de l'Institut de recherche sur les PME, de la revue internationale PME et de l'Association internationale de recherche en PME. Il est auteur de 24 autres livres, dont beaucoup ont été traduits en plusieurs langues. On va peut-être parler de celui-ci tout à l'heure, « À la recherche de votre liberté par le savoir ». Mais on va commencer par poser des questions au bonhomme lui-même, Pierre-André Julien, alors qui est originaire, je pense, de Trois-Rivières. Oui. Mais là, on est à Bécancour, dans le secteur Bécancour, chez Entraide Bécancour. Comment tu t'es ramassé à Bécancour? Parce que Suzanne et moi, on cherchait les vieilles maisons. Nous, on voulait l'histoire. On vit d'histoire du Québec, puis on est des Québécois pur laine, tout ça. Et pour un peu plus embarquer, il fallait trouver une vieille maison. Alors, on avait cherché un peu partout, mais on n'en trouvait pas qui avait de l'allure. Et on était à Saint-Angèle, il y avait une vieille maison qui avait été plus ou moins abandonnée. Elle a été louée. Si je peux raconter l'histoire, mais ce sera un peu long. Mais finalement, on l'a achetée. On était fous, on a payé 5 000 Elle est vieille pas à peu près, elle. Là. 1826. Ouais. Dans 4 ans, elle va avoir 300 ans. 200 ans, là. 200 ans? Oui. OK. Pas grave. Je vais me calmer.
Et évidemment, ça n'avait pas été rénové tout ça. On voulait dans cette maison-là. Ça avait pas c'était en pierre. Puis c'était pierre sur pierre, mais même à l'intérieur, c'était même pas isolé. Alors, l'hiver, là, sur le côté nord, là, il y avait du fruit sur les murs. Il y a eu beaucoup de travaux à faire. Les 6 premiers mois, on travaillait. Quand on avait le temps, on avait d'autres jobs à faire. Les enfants dormaient avec plus de couverture, puis nous autres aussi. Wow. Puis on avait nos manteaux dans quelques mois, dans quelques semaines, quelques jours, de temps en temps, on devait être en manteau. On chauffait, on pouvait. Puis là, on est isolé. Ce qui était, vous l'avez mis à votre main aussi. Il y a même des puits de lumière sur cette maison-là maintenant. Oui, ça c'est un en haut parce que les lucarnes étaient juste d'un côté de la maison, puis il n'y avait pas de lumière du côté sud, du côté nord. Ouais. Alors, il fallait faire toutes sortes de choses, mais on était jeunes, puis il n'y a rien qui nous fatiguait, puis c'était un défi facile à rencontrer. Ça nous a pris 3 ans avant qu'elle soit bien isolée, puis après 3-4 ans plus tard, faire du fini. Ce qu'on voulait qu'en même temps, c'est garder le vieux style. Donc, on isolait, mais on réussissait du plâtre un peu un peu croche, tout ça, pour que ça paraisse encore l'ancienne maison. Eux autres, ils mélangeaient ça avec des poils de cochon. Absolument, pour, ils absolument. peut-être pas de cochon, mais de vache. Okay. Et effectivement, quand en temps ça tombait, on voyait comment ça était. Hein? Parce qu'il n'y avait pas de chevaux suffisamment pour faire la relation entre le plâtre, la chaux. Ça liait. C'était un très bon liant, puis ça fonctionnait. Sauf qu'encore une fois, il fallait pas plus de poils que ça pour que ça isole. Oui. Là, vous avez mis beaucoup d'énergie. Il y a eu d'autres bâtiments aussi sur ce terrain-là. Puis là, je pense à la Turlutaine. Qui était une boîte à chansons, on peut dire ça comme ça? C'est ça. Et comme il y avait une grange sur le terrain voisin, mais qui était partie seulement du terrain au complet, mais qui avait été divisée en deux. Et la grange, le voisin l'a démolie. Il restait un hangar, un genre d'écurie, tout ça. Et au village, il y avait une grange qui voulait démolir. Donc, on a démoli graduellement la grange et on l'a remontée à l'arrière de notre maison, parce que Suzanne, qui était une très bonne artiste, tout ça, elle a trop travaillé avec des peintres, des musiciens, toutes sortes de choses. Bon, elle avait commencé à la maison, il y avait une grande pièce quand même qui était de quasiment 20 par 30, par 35, et elle faisait ces expositions-là, mais ça prenait tellement de place, donc on devait faire même prendre une pièce en haut, et ça posait des problèmes, donc on cherchait à avoir une plus grande pièce pour faire les expositions de peinture. Et en même temps, c'était un café-théâtre, c'est-à-dire qu'on ouvrait toujours les expositions avec un musicien, un guitariste, une orchestre. On a même fait venir le jazz de Waterloo, en tout cas, il y était 4 musiciens de jazz qui nous avaient fait un concert fantastique il était venu pour 1 heure, mais au bout de 4 heures, il était encore là. Il était généreux. Il jouait encore, mais les autres, c'était le plaisir. C'est ça. Alors, on a eu, en même temps, c'était extraordinaire pour faire les expositions, puis amener du monde, tout ça. Ça, c'est dit que ces expositions comme ça, ça coûte beaucoup plus cher que ça rapporte. Parce que, bon, même s'il y a des gens de l'extérieur, de Trois-Rivières, qui venaient acheter des œuvres, c'était pas très fort. Donc, on mangeait de l'argent, mais on a appris énormément de choses. Et on a gardé quelques œuvres très intéressantes. Donc, parce qu'il y a d'autres artistes, c'était pas seulement Suzanne, votre conjointe, qui exposait. Il y avait d'autres artistes. Non, c'était surtout pas Suzanne. Suzanne avait quelques trucs, mais elle trouvait que c'était pas assez bien. Okay. Non, c'était toujours des artistes. De partout, comme Giguère, par exemple. Non, mais Giguère, qui a eu plusieurs prix. En particulier, c'est peut-être le plus important. Je ne m'en souviens pas par cœur le nombre d'artistes. Mais on avait qui venaient de partout. Et donc, certains étrangers. On a eu un Espagnol, on a eu un Catalan qui est venu, qui a exposé parce qu'il était dans le coin, puis on a connu toutes sortes de choses. Donc, on faisait connaître la peinture, on rencontrait du monde, on avait du plaisir. Puis de la musique, comme vous disiez, puis il y a Pauline Julien qui s'est produite. Pauline, oui. Pauline est parente avec... Oui, c'est mon nom. C'est ma tante, d'ailleurs, qui est à peu près mon âge, parce qu'elle était très jeune, puis moi, je suis un peu plus vieux. Alors, Pauline est venue, mais pas dans un concert particulier.
J'oublie les noms. Il y a eu tellement de monde qui sont venus, mais... C'était une belle époque. C'était assez couru, les gens connaissaient la droite puis oui, l'endroit, puis ça oui, venait- mais jamais assez, parce qu'à Montréal, on avait des amis qui faisaient la même chose à Montréal, mais les autres... Ben, quand tu dis que c'est 3 de la population qui suit ces choses-là, bien, à 3 sur 100 000 habitants, ouais. ça fait pas beaucoup. C'est 3 c'est sur l'année, ça. Et alors qu'à Montréal, ben, le 3 ça fait pas mal de monde qui viennent et qui reviennent, etc. Ben là, vous êtes Mais- ramassé des souvenirs. Ah, ça a beaucoup de souvenirs, des histoires, et une maison qui a été transformée en même temps. Donc, on a eu les artistes avaient pitié un peu de nous à un moment donné. Eux, ils ne faisaient pas d'argent, mais ils savaient qu'on en faisait moins parce qu'on payait les vernisseurs, on payait toutes sortes de choses. Alors, ils nous Maison laissaient qui des est choses. habituée maintenant, qui est habitée par Francis, ton C'est ça. garçon, C'est qui ça. est celui qui a fait l'illustration sur ton bouquin. C'est ça, parce que lui, lui quand tu lui donnes une idée, il a développe tout ça, puis qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu veux... Quel message tu veux passer? Ouais. Et c'est ça qui est le message. Donc, quelqu'un qui est heureux de vivre, mais il est entouré de livres, il est entouré de télévision pour des programmes. Et ce qui peut de l'intérêt, c'est le savoir. Et le livre dit ça. On ne peut pas être libre si on ne sait pas. Sinon, lorsqu'on pense que la liberté, c'est de faire n'importe quoi, bien, c'est de faire n'importe quoi et se faire prendre sérieusement. La Ouais. liberté, c'est être capable de choisir. Et on ne peut choisir que si on apprend, on cherche, on compare, etc. Ben, la liberté, parlons-en. Ça a été galvaudé ces derniers mois parce que, bon, les gens s'en réclamaient de la liberté. Mais je pense que mélanger un peu les concepts, puis comment tu as vécu ça, toi, les gens qui se réclamaient de la liberté, alors que, bon, on faisait face, on fait encore face à une urgence de santé publique, là, puis Ouais. les gens ont mélangé là-dedans des... Oui, oui. Bien, ça a toujours existé, hein. Mais on est quand même... Bon, puis... dire choisir, ça ne veut pas dire toujours penser et repenser, repenser pour être sûr qu'on ne se trompe pas. La liberté, c'est aussi se tromper et apprendre. Et c'est aussi essayer des choses et apprendre aussi pour aller plus loin ou aller moins loin en disant non, ça ne marchera pas. Alors, on apprend toujours d'ailleurs. La liberté, il n'y a rien de terminé. Ça veut dire on peut se tromper sérieusement à tous les âges. Et à un moment donné, quand on n'apprend pas à se relever, si on n'apprend pas des mauvais coups, c'est une partie très importante de la liberté. Mhm. C'est d'être capable de comprendre ce qui a bien marché, qui nous a enrichis, et comprendre que sur cela, on fait fausse route. Tirer des bonnes conclusions. Là. C'est ça. Donc, avoir une démarche introspective, puis essayer d'analyser, comprendre. Puis, C'est ça. là, tu dis à la recherche de votre liberté par le savoir. Donc, ça demande une démarche, justement, où on fait l'effort C'est ça. d'analyser ce qui s'est C'est passé. ça, c'est ça. C'est toujours apprendre. Et surtout, il y a du monde plus chanceux que d'autres. Ils n'ont pas souvent des barrières où tout va bien. C'est probablement les plus malheureux parce qu'à un moment donné, quand il arrive des mauvais coups, là, ils ne savent plus quoi faire, à moins d'être aidés par quelqu'un. Ouais. Tandis que si on a appris graduellement, à tous les âges, là, on apprend tout jeune à savoir comment ne pas tomber quand on a 2-3 ans, puis on pensait être bon pour courir bien fort. Puis, Ça me fait penser à un dicton, la nécessité est la mère de l'invention. C'est un peu ça. C'est Quand ça, tu as des c'est ça. épreuves, quand tu as des problèmes à résoudre, bien là, tu développes tes capacités, justement, c'est ça. de Puis, résolution de problèmes. puis la deuxième chose qu'on apprend aussi, c'est qu'on ne peut pas être libre seul. Donc, on peut apprendre des autres. Seul, on peut apprendre beaucoup. Mais c'est long, puis c'est moins que si on est plusieurs. Alors, il faut s'entourer de gens qui peuvent nous donner un coup de main et à qui on peut donner un coup de main. Ouais. Et pour dire, fais pas ça, vas-y pas, ça ne marchera pas ton affaire. Ou bien, prouve-nous que tu as raison. Ou bien, ça va marcher, mais on va te donner un coup de main parce que tu vas te casser le cou. Ouais. Bon, alors, la liberté, c'est partagé aussi, parce que le savoir est nécessairement partagé. On ne peut pas tout savoir seul, et c'est toujours un apprentissage avec seul et avec les autres. Donc Mais là, ça semble très philosophique, ces choses-là. La vie Et là, ça, est- c'est un essai qui parle de liberté, entre autres. Ta carrière, je me suis mis à te tutoyer parce qu'on Oh oui, oui, a oui. quand même, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Oui, puis, oui, puis on ne fait même pas engueuler, mais en tout cas, on apprend. bah, on a connu un feu de camp. Puis, C'est ça. Puis en disant que le feu on est il est capable pas de fort, là, discuter. puis le voisin va se plaindre. C'est ça. Puis trop de fumée. Tu as eu une longue carrière. Là, il est question de liberté, mais ça tournait autour de l'économie.
t'es un peu, moi, je te décris comme le bonze québécois en entrepreneuriat et PME. Et d'ailleurs, bon, on voyait tout à l'heure là, ce que tu as contribué à mettre sur pied, des choses même à l'échelle internationale sur l'étude des PME. Donc, je ne sais pas, les gens vont peut-être être surpris de savoir que un de leurs voisins, ici, dans le secteur Bécancour, c'est quelqu'un qui a une si grande carrière. Tu as fait des études à l'étranger, tu es allé à l'Université catholique de Louvain. Tu as été là quand même pendant un bout de temps pour faire un doctorat, une licence, un doctorat. Et puis par la suite aussi, ben, tu as eu des implications qui étaient internationales. Quand on parle de l'OCDE, qui est installé à Paris, donc tu contribuais. Alors, c'est pas rien, ça. Et tu as eu des décorations, on parlait de prix tout à l'heure, mais toi-même, tu es chevalier de l'Ordre du Québec. National du Québec, oui. Donc, et ça, c'est une des nombreuses récompenses que tu as reçues pour tes accomplissements dans ta carrière. Comment que ça se passe maintenant, après tout ça, là, toute cette longue carrière? Oui, mais non, je vais expliquer un peu parce que, en relation avec la liberté, Oui. il y a de la chance aussi dans la liberté. Puis il faut la saisir. Et effectivement, cette histoire-là de l'économie des PME, personne ne parlait de ça il y a 40 ans, mettons 50 ans. Là. Bon. Parce que, et tout le monde sont aussi un peu responsables, ce qu'on voit à peu près dans les économies, puis ce qu'on voit aussi dans les régions, tout ce qu'on souhaite pour qu'une région se développe, qu'une grosse entreprise vienne s'implanter. Et on ne voit pas les conséquences de ça. C'est ça, un sauveur qui va pas, puis ça va créer 300 emplois, puis notre économie va être extraordinaire. Le problème, c'est ces grandes entreprises-là, ils viennent. On n'est pas diversifié, on est dépendant. C'est ça. Puis en plus, ils finissent par fermer parce qu'ils sont internationaux, puis ça va mieux ailleurs. Ils n'investissent pas dans les infrastructures. Alors, ce qui fait les économies, on a fini par comprendre. J'avoue que j'ai été influencé. Mon père, mon grand-père, il y a à peu près du monde autour de moi, des petits entrepreneurs. Dans un cas des chemises de Lampron, il y a un édifice Lampron à Trois-Rivières, ils ont commencé, lui, M. Lampron, mon grand-père, est allé, comme beaucoup de Québécois, dans les années 30, en Nouvelle-Angleterre, parce qu'il crevait de faim ici, il n'y avait pas de job ou tout ça. Et il a été dans une filature à l'OL, puis il a appris son métier de faire des chemises, puis faire les deux choses qu'il faisait souvent, des chemises et des pyjamas. Et arrivé ici, dans une toute petite boutique, il a commencé, puis c'est fini gros. Mon père, c'est des fruits et légumes, il y avait toutes sortes de choses. Alors, mais ce que j'ai appris, moi, c'est que j'ai appris comment ça fonctionnait les petites entreprises. Wow. Et en économie, c'est toujours le même problème. Tu dis, oui, mais je vais me spécialiser, par exemple, en études de la monnaie. L'économie monétaire, oui, mais il y a 500 personnes, il y a 5000 personnes qui travaillent sur ça dans le monde, puis il y en a un maudit paquet de bons. Et il y en a un autre, oui, mais il faudra peut-être travailler sur les échanges commerciaux internationaux. Oui, puis tu as encore 5000 personnes qui sont bons. Alors, moi, l'astuce, je voulais... Est-ce que j'y ai pensé sérieusement, bien réfléchi? Non. Mais je me disais, pas grand monde connaît ça. Moi, au moins, j'ai une expérience à cause de ma famille. On pourrait se lancer dans ça. Et j'y crois que c'est ça qui fait les petits villages, les petites villes. C'est un ensemble de petites entreprises. Il y a des principes derrière aussi. Il y a une philosophie quelque part. Oui, parce que la grande entreprise, ça devient de la bureaucratie. Et moi, j'ai toujours été, autant chez les grands gouvernements, on critique la bureaucratie gouvernementale, mais les grandes entreprises, j'ai travaillé dans quelques grandes entreprises et on a travaillé parce qu'on travaillait dans la région, dans notre comité, puis on essayait de développer des petites entreprises et pour travailler certaines entreprises, c'était les sous-traitants de grandes entreprises. Et on travaillait dans les grandes entreprises en disant, là, il y a des petites entreprises qui sont capables de vous aider, de développer telle chose. Oui, mais il faudrait, tu vois, l'autre service. L'autre service, il dit, oui, mais il faudrait que tu vois l'autre service. Donc, on travaillait, on passait on a eu de l'argent, d'ailleurs. Le gouvernement nous donnait de l'argent pour faire les recherches. Il nous donnait 80 000, des fois 100 000 piastres, puis les fonds de recherche. Et là, ça nous servait. Puis les entreprises nous payaient aussi. Ils nous donnaient 25 000 piastres pour travailler dans leur affaire. Et au bout de 3 mois, on n'avait pas avancé dans tout ce on était pogné avec la bureaucratie.
Et des fois bien pire qu'au gouvernement. Je ne vais pas travailler au gouvernement, mais je les ai côtoyés. Ouais. Donc, la petite entreprise, elle a deux choses d'un avantage qu'on s'est fini par découvrir. On l'avait un peu l'intuition. Premièrement, elle est beaucoup plus flexible. Pour une bonne raison, parce que tu as juste un patron. Dans une grande entreprise, tu as 25 patrons, puis il faut t'y convaincre les 25. Ouais. Bon, puis s'il y en a un qui n'est pas d'accord, les autres ne seront pas d'accord. Il y en a un qui ne sont pas d'accord, il y en a d'autres qui vont être d'accord, puis ils vont se chicaner. C'est pour ça que ça prend 6 mois. Au bout de 6 mois, on n'a pas avancé. Alors qu'une petite entreprise, si tu conviens convaincs le patron, tu convaincs 3-4 personnes autour de lui, bien, la petite entreprise, il y a 25-30 employés, ils vont embarquer, puis ça va bouger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi en même temps qu'ils sont très rapides, les petites entreprises très flexibles, c'est parce qu'ils ont une perception directe des choses. Alors, quand on leur dit, il y a un beau marché, là, même le patron va aller voir si c'est vrai. Puis il va voir comment ça fonctionne. Tandis que si tu dis ça au grand patron qui a un bon marché, là il faut qu'il convainque ses 25 chefs de cabinet ou de toutes sortes de choses. Puis après ça, il ne comprend pas parce qu'il est rendu ailleurs. Alors ça bloque. Tandis qu'une petite entreprise, ça s'appelle la proximité. Ouais. Et ils connaissent le marché, ils sentent le marché. Le marché, les ressources, les partenaires C'est potentiels. ça. Ils connaissent aussi leur monde. Ils n'ont pas 200 directeurs là, et sous-directeurs, tout ça. Ils ont 5 personnes à convaincre en disant « Qu'est-ce que vous en pensez? Si on peut se frapper sur le mur, mais quelles sont les chances de passer? » Alors, ils sont très, très flexibles. Ils connaissent les ressources à l'interne ou aussi à l'externe que tu appelles l'écosystème, je pense. C'est ça, c'est ça. Et donc, ils sont très... Et en même temps, ils sont capables d'aller chercher des ressources. C'est l'avantage. On dit toujours que la grande entreprise va être meilleure que les petites parce qu'ils ont 25 docteurs. Puis, ils ont des moyens. Ils ont des moyens, sauf que les docteurs s'engueulent, puis ça ne marche pas, puis ça n'avance pas. Tandis que les petits, ils n'ont pas beaucoup de docteurs. Il y a peut-être un docteur, puis ils ont des maîtrises ou des baccalauréats. Mais ils sont capables, avec ça, les aider à aller plus loin et à vouloir aller plus loin. Alors, flexibilité et proximité. Okay, bon, et ça, on a découvert ça, et donc on a montré dans des écrits et dans des conférences internationales que les petites entreprises avaient un rôle majeur à jouer. Et quand l'OCDE s'est aperçu, on a eu des contacts avec l'OCDE parce que par l'intermédiaire de certaines grandes entreprises, ils ont dit hey, « Vous allez venir nous aider, on ne connaît rien en ça. » Et tout ça, c'est de la chance aussi. Hein, c'est saisir l'occasion. On dit « On est capable de vous aider. » Et là, on allait vous aider parce qu'on connaît du monde. On avait créé un réseau international avec des Catalans, avec des Italiens, avec des Allemands, tout ça. Bon, de temps en temps, on se parlait avec des bouts de langue de toutes les sortes, mais ça finissait par marcher parce qu'on passait des fois des mois. Moi, j'ai appris toutes sortes, des bouts d'italien, des bouts de catalan, des bouts de toutes sortes de choses. Je vais tout oublier ça maintenant parce que j'ai plus de contact. Mais on avait un plaisir fou à part de ça parce qu'on inventait. Et à l'OCDE, ils n'aimaient pas ça, par contre, parce que les autres, c'était une grosse bureaucratie. OK. Alors, essayer de faire bouger ça. Donc, on a commencé par des petits groupes en disant, qui étaient ouverts, en disant il faut essayer d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on a développé une notoriété extraordinaire. Et on a été les premiers consultants, puis on a travaillé. Moi, j'ai été payé à plusieurs temps, puis ils me payaient mes frais. À Paris, à un moment donné, on travaillait aussi à Barcelone, tout ça, parce que l'OCDE avait un développement de ce côté-là. On a travaillé à différents endroits. Donc, ma femme, Suzanne, a dit, elle a calculé qu'on a passé à peu près 10 ans ailleurs, mais on a, de temps en temps avec les enfants, parce que nos enfants, Francis a appris en Belgique, il a appris le flamand, parce qu'il est à l'école flamande. Après ça, on a été en Angleterre. Puis après ça, on était aux États-Unis avec les enfants. Puis en particulier, Francis, puis son frère, Demka, il disait, moi, là, aux États-Unis, je ne vais plus leur parler. Pourquoi tu ne veux plus leur parler? Ils savent pas, ils ne comprennent pas l'anglais. Comment ils ne comprennent pas l'anglais? Ben oui, mais l'anglais, c'est de l'anglais en Angleterre. Ils ont un accent, puis ils utilisent certains mots. Ils parlent l'américain. Bon, moi, je comprends rien ce qu'ils disent. Ils ont beaucoup de slang. Surtout, on était à Philadelphie. Au Texas, ça aurait été encore pire, mais il y avait beaucoup de slang à ça. Et même nous autres, on disait non, répète. Alors, on a appris des langues, toutes sortes de langues qui n'existent plus à peu près. Et ça a été en même temps un plaisir, mais ça a été
Moi, je trouve que ma femme a été extraordinaire. Partir avec notre famille, là, on a 4 au début, enfants, hein? mais on est 4, à un moment donné, c'était 5, puis au début, c'était 2, ça allait. OK. Mais toutes des écoles différentes. Wow. Puis, toutes des écoles différentes. Puis, par exemple, en France, puis on était du côté de Marseille, il n'y a pas d'autobus pour se rendre là. OK. Dans les écoles. Donc, comme nos enfants n'allaient pas des mêmes places, bien, notre plus vieille, on lui a acheté une motocyclette. L'autre, il y avait un système d'autobus, on lui a acheté des cartes d'autobus. L'autre on avait un voisin qui allait, son enfant, il y avait toujours covoiture. Alors, c'est pas... Ça rend débrouillard, ça. Puis ça, c'est Suzanne qui a été extraordinaire en ça, parce que moi, j'étais débordé un peu par le travail, puis elle faisait tellement bien ça. Mais on a appris aussi, on a des amis partout. Malheureusement, on ne voyage plus, donc on les perd un peu tranquillement. Okay. Mais on revient au mot liberté. La liberté, quand elle est bien organisée, quand elle est bien orientée, ça donne des privilèges extraordinaires. De connaître le monde, de connaître des gens, d'avoir des contacts, d'échanger des choses. Il y a toujours un pendant des choses. C'est difficile, ça demande beaucoup d'énergie. Je suis allé en même temps, on a à tous les 7 ans, les universités, un congé sabbatique. Oui. Alors nous, on n'a jamais manqué notre congé sabbatique. Suzanne trouvait, non, on n'est jamais allé dans tel endroit, ça sera bien d'aller, on va discuter avec un chercheur que je connais, s'il peut nous inviter, puis tout ça. Alors, mais la plupart de mes collègues, les années sabbatiques, ils passaient sur place, parce que là, il y avait une famille, il fallait déménager, il fallait trouver les écoles, il fallait apprendre, trouver un logement. Il y a des endroits où c'était très, très cher. Ouais. On arrivait, quand on est allé en France sans la famille pas longtemps, on avait le franc. Le franc valait à peu près 40 cents, donc avec un franc, on avait 2 piastres. Alors qu'à un moment donné, on était en Europe, puis un franc valait 15 cents. Valait 75 cents. Donc là, on n'arrivait plus parce qu'avec le franc, il était trop riche et trop fort, puis on ne pouvait pas payer le loyer. Donc, il fallait trouver le moyen de payer. Alors, il y a toujours des inconvénients, mais il y a toute la richesse qu'on gagne par la suite. Mais il faut avoir de la patience, puis il faut avoir de la flexibilité, puis il faut avoir une famille unie, puis ça, c'est aussi la liberté avec les autres. C'est bon. Oui. Là, à un moment donné, au Québec, on s'est mis à parler du Québec Inc., une espèce de modèle entrepreneurial qui... Comment tes recherches et tout ça, et ce nouveau concept-là dont on a entendu parler dans les années 80, je pense, comment que ça s'est imbriqué, là? Est-ce que c'est suite au fait que, justement, tu as creusé ce champ-là de connaissances? Justement, Québec Inc., ça a été l'Hydro-Québec, qui était contrôlé par les Anglais avant que René Lévesque arrive et tout ça, qui prend le contrôle de l'Hydro-Québec, qui a formé des ingénieurs, des gestionnaires, tout ça. Et ceux-là sont allés dans des grandes entreprises, des moyennes entreprises, dans certains cas, des relativement petites entreprises. Et là, il y avait de plus en plus francophones. Et nous, on a été capable, du fait qu'on travaillait avec des petites entreprises, dont plusieurs étaient des sous-traitants de ces grandes entreprises-là, dont des sous-traitants d'Hydro-Québec, bien, alors, on est rentré dans ce jeu-là, les liens entre les grandes entreprises entre elles, parce que l'Hydro-Québec, au lieu de commander aux États-Unis, bien, il trouvait un entrepreneur québécois pour faire telle chose, pour construire, développer une forêt pour passer des tours tours électriques et toutes sortes de choses. Alors, il s'est créé toute une dynamique, et dans ça, il y avait beaucoup, beaucoup de PME. Et nous, on a servi non seulement parce que nos PME ont été... on a embarqué dans ça, mais en même temps, on a servi d'intermédiaire pour dire, oui, mais vous oubliez qu'il y a d'autres capacités de telle chose. Vous avez besoin, arrêtez d'aller aux États-Unis, arrêtez d'aller en Angleterre, et vous avez du monde qui sont non seulement capables de répondre, mais en même temps, ils sont capables d'aller plus loin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le Québec Inc. a fait que cette collaboration-là, avec des francophones en parlant français, et ayant été souvent des mêmes écoles, des mêmes universités, bien, ces gens-là ont créé des liens, mais non seulement des liens d'affaires, mais des liens aussi d'imagination, des liens d'inventer, d'aller plus loin.
Et ça a créé une dynamique extraordinaire qui, malheureusement, aura beaucoup ralenti. Peut-être c'est devenu un peu plus bureaucratique ou tout ça. Mais on manque de cette philosophie-là. L'imagination et l'innovation, ça vient de la confrontation. Et si vous pensez que vous avez toutes les réponses tout seul ou avec un petit groupe, bien, vous ne serez pas très imaginatif et vous n'inventerez pas beaucoup. Alors, plus vous êtes stimulé et contredit et remis en question, plus vous pouvez aller plus loin. Et ça, les petites entreprises, à cause de leur flexibilité, sont un des moteurs qui facilitent l'innovation. La fameuse synergie dont on a tant entendu parler à un moment donné, là, justement, tu parlais d'écosystème tout à l'heure. Là. C'est ça. Parce que, et encore plus qu'on l'a vu, comme je disais tantôt, je le répète un peu, une PME a beaucoup moins de ressources qu'une grande entreprise. C'est un désavantage et un avantage. La grande entreprise a tellement de ressources qu'ils ne vont pas chercher ailleurs. Mais c'est toujours les mêmes personnes qui se parlent, ils ne sont pas stimulés. Je simplifie. Il y en a qui sont capables d'aller plus loin. Alors que les petites entreprises, par définition, quand il y a un gros projet, on le voit d'ailleurs actuellement, on manque de main-d'œuvre, puis on manque de dirigeants, tout ça. Alors, les petites entreprises refusent des beaux contrats parce qu'ils sont pas capables d'y répondre. Mais s'il y avait toute la main-d'œuvre, puis il y avait beaucoup de jeunes qui sortent des universités ou tout ça, ils pouvaient les engager s'ils étaient disponibles, bien, ça ferait un enrichissement mutuel. Les jeunes aussi se comparent avec des plus anciens et tout ça, ils trouvent des nouvelles façons. Puis en même temps, ils apportent des idées nouvelles. Et c'est ça qui crée la dynamique. Qu'on le veuille ou non, en affaires, en économie, c'est toujours du savoir et c'est du savoir partagé. Et les entreprises qui pensent qu'ils savent tout, là, ils finissent par bloquer. Le savoir, ça vient de la confrontation. Et c'est là que vient la liberté, tu vois. Là, on revoit toujours la même affaire. Alors, merci Pierre-André Julien pour cette entrevue, cet entretien. Merci aussi d'avoir présenté ce livre, À la recherche de votre liberté par le savoir, qui est paru, c'est à compte d'auteur, Bouquin Bec. Et puis, et c'est tout frais, là, sorti des presses. Alors, et merci à la maison de nous avoir écoutés et à une prochaine. Alors, nous sommes maintenant avec Stéphane Béraud, qui est le président de Bécancour à vélo, une activité qui a lieu à Bécancour, j'allais dire chaque année, mais on va lui poser des questions sur le présent de Bécancour à vélo. Alors, bonjour, M. Béraud. Oui, bonjour François. Donc, on s'en va vers la 26e émission de Bécancour à vélo. Tout à fait, la 26e édition, donc après 2 ans de pause suite à la pandémie. Ça va avoir manqué à beaucoup de gens, hein, parce que c'est quand même un événement qui est pas mal couru. Il y a beaucoup de participants chaque année pour Bécancour à vélo. Oui, les dernières éditions étaient fort populaires. D'ailleurs, on a été relancé en 2020 et 2021. On a dû répondre à plusieurs questions là, d'internautes. Et puis, cette année, au grand bonheur de tous, on est de retour. Parce que les gens pouvaient se questionner, bon, c'est dehors, peut-être qu'il y avait moins de risques, mais en même temps, au début, à la fin, il y a quand même des rassemblements, les gens qui organisent tout ça, fait que c'était trop... Exactement. Donc, on devait se plier aux règles sanitaires de Santé Québec et il y avait des normes au niveau des rassemblements extérieurs. Et puis, ce qu'il faut penser aussi, là, c'est que c'est un événement qui prend plusieurs mois à organiser. Donc, vu l'instabilité de la situation, on avait préféré reporter les événements. Et puis, le comité s'est mis en relance à la fin 2021. Donc, les anciens bénévoles du comité organisateur, il y en a 6 qui sont expérimentés, donc qui sont là depuis plusieurs années, et 4 nouveaux de cette année. Donc, une très belle relève. Et c'était notre but aussi, là, suite à la perte de notre présidente de plusieurs éditions, Chantal Donne. Donc, j'ai repris là, le comité. J'ai relancé les gens à la fin 2021 parce que je croyais et je crois toujours que c'est un très bel événement pour les gens de Bécancour et même de la Rive-Nord aussi. Oui, ça rayonne. Là. Il y a des gens qui viennent... un peu plus loin là, pour participer. Oui, là. Tout à fait, tout à fait. C'est un événement pour tous les âges. Cette année, on est revenu avec une formule un petit peu plus familiale, d'où le changement des noms de circuits.
Donc, pour les habitués, pourront aller voir le site Internet, même si la programmation n'est pas encore statuée définitivement, ils vont voir qu'il y a certains changements au niveau des noms des trajets, mais pas au niveau de la distance des trajets. Là, il y a un seul trajet, le 58 km, qu'on est en reconfiguration suite à la notification de certains travaux futurs. Ah. Donc, l'équipe est sur ce... Des travaux routiers? Oui, tout à fait, tout à fait. Je ne peux pas vous donner plus de détails parce que malheureusement, on n'a pas de détails définitifs à l'heure actuelle, mais ça devrait se préciser dans les prochaines semaines. Mais le nom du circuit, vous pouvez nous donner ça? Tout à fait. Donc, les 4 circuits, il y a le circuit familial à 17 km, il y a le circuit récréatif à 58 km et il y a 2 groupes, donc 2 groupes de vitesse, le 22 km/h et le 25 km/h. Il y a le circuit avancé à 78 km qui a encore 2 groupes de vitesse, donc le 25 km/h et le 30 km/h. Et le circuit performance pour les cyclistes vraiment expérimentés à 109 km. Et là, pour ceux-là, est-ce qu'on parle de course? Est-ce que ça n'a jamais été vraiment une course Bécancour à vélo? Non, là? puis c'est pas l'optique dans laquelle l'événement a été développé et se perpétue d'année après année. L'objectif, c'est de faire participer les gens à une activité sportive familiale à l'extérieur. Donc, c'est vraiment une formule récréative. Même si ça porte le nom de circuit performance, ça reste récréatif. En passant, on est très, très axé au niveau de la sécurité aussi. Donc, parmi les 80 bénévoles qui font partie de l'organisation, en plus des gens du comité organisateur dont je vous parlais tout à l'heure, là, on a des gens aux inscriptions, on a des gens en logistique, on a des encadreurs et on a des gens aux boîtes à lunch parce qu'on a un partenaire qui est Métro Plus Saint-Grégoire dont je vais parler tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de gens dans l'entourage de Bécancour à vélo et il y a toujours une sécurité aussi. Il y a une vigie médicale, donc il y a une équipe là, qui nous accompagne depuis plusieurs années. Et puis, ces gens-là devraient être encore là cette année. Y a-tu déjà eu des gros pépins sur Bécancour à vélo? Non. Non, c'est une randonnée, somme toute, familiale. Et puis, le fait d'avoir des encadreurs, puis c'est pas une compétition. Là. Donc, à ce moment-là, les gens viennent pour un but récréatif. Je sais pas pour vous, mais moi, ayant des jeunes enfants là, lors des éditions passées, j'ai toujours été condamné à la familiale. Donc, j'aurais voulu, à un moment donné, augmenter la distance, mais il fallait que je traîne. Puis même, d'ailleurs, une année, je l'ai faite avec, comment on appelle ça, la girafe, là. Oui. Le vélo, le petit vélo en arrière, la petite roue qui suit. Fait que, non. Puis là, ben, je sais pas, il faudrait que je me remette en forme. Ça va peut-être être le cas de plusieurs personnes, là, devoir se remettre en forme pour revivre l'activité maintenant, là. Ben, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que il y a eu plusieurs événements reportés durant la pandémie, mais les gens ont tout de même continué à faire du vélo. Ouais. Il ne s'est jamais vendu autant de vélos. Il n'y a jamais eu autant de pratiques de vélo parce que c'est sûr qu'en étant dans le domaine un petit peu, j'en entends parler, là, puis les gens pédalent. Là. Fait que les gens roulent sur nos belles routes du Québec. Et puis, les belles routes du Québec. Moi, je roule avec un vélo de montagne parce que justement, j'ai peur des nids de poules. Oui, c'est ça. On est chanceux ici dans Bécancour, c'est vraiment un beau secteur. On a des belles pistes cyclables. Et par le passé, Bécancour à vélo a contribué justement au développement, l'entretien et la maintenance de ces pistes cyclables. On a remis à plusieurs reprises là, des montants d'argent parce que Bécancour à vélo, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, nous, on redonne à la communauté aussi. Durant la conférence de presse, plusieurs exclusivités vont être annoncées. Là, présentement, on est après à attacher beaucoup de détails. Fait qu'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que
L'édition 2022 va avoir lieu le 5 juin 2022, que c'est à inscription réduite cette année. C'était le but aussi. On voulait relancer l'événement dans une formule familiale et y aller avec prudence. Parce que quand on a relancé l'événement à la fin de l'année 2021, on n'était pas tout à fait sûr là, de tout ce qui s'en venait. Et puis, le comité se remettait en action. Pas qu'on avait perdu la main, mais on désirait y aller avec prudence. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a limité les inscriptions à 510 inscriptions. Ben, quand même. Oui, mais c'est beaucoup moins que certaines années. Mais on était tous plus à l'aise dans cette formule-là. Et puis, le but, là, c'est d'en faire un succès et d'avoir du plaisir. Parce que tous les gens qui sont là, il faut le mentionner, c'est tous des bénévoles. Ouais. Et des bénévoles d'une grande qualité. Donc, les bénévoles qui m'accompagnent au niveau du comité organisateur, si ce n'était pas d'eux, je ne suis pas tout à fait sûr que j'aurais relancé l'événement parce que c'est des gens qui sont extrêmement motivés et engagés. C'est des gens qui sont impliqués déjà dans la communauté. Il y a des gens de tous les âges. Donc, il y a des retraités, il y a des gens dans leur vie active comme moi, puis il y a des plus jeunes aussi. Vous avez des athlètes? Oui, tout à fait. J'ai vu tout ça, à il y a fait. des athlètes sur votre comité, là. Ben oui, tout à fait. Vincent Forêt-Richard en est un de ceux-là. Donc, Vincent, qui a déjà été un athlète soutenu par Bécancour à vélo dans une édition précédente. Et puis, Vincent a été approché pour renouveler le comité organisateur parce qu'on était plusieurs têtes blanches là, au niveau du comité organisateur. Et puis, on désirait que l'événement puisse continuer et aussi apporter de nouvelles idées. Vincent, ce qu'il fait avec nous, ben, il effectue plusieurs tâches au niveau des communications, au niveau de la page Facebook. Vincent est aussi pompier volontaire. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui est L'aspect important. sécurité, puis tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Fait que chaque membre du comité organisateur a un rôle et puis des tâches. On y travaille là, depuis des mois. Fait que on s'en va vers un bel événement. Là-dedans, il y a ma voisine, Carmen Pratt, Tout à fait. qui était ma conseillère municipale jusqu'aux dernières élections et qui, elle, est très convaincue. Alors, pour les pistes cyclables, elle, dans le coin ici, elle en a fait beaucoup. Fait que je suis pas surpris quand vous dites qu'il y a des gens qui sont des mordus puis qui... Oui, Carmen est avec nous. En fait, Carmen est une membre fondatrice de Bécancour à vélo. Carmen est là depuis le début. Donc, c'est une personne d'une grande qualité et de grande connaissance aussi. Donc, c'est une personne inestimable là, au sein du comité organisateur pour nous. Et c'est une personne qui est fort agréable et qui s'est toujours impliquée dans la communauté. Ce que Carmen me disait, c'est que suite aux dernières élections, la seule implication communautaire qu'elle avait gardée, c'était avec Bécancour à vélo. Et ça, j'en suis extrêmement fier. Je la remercie pour ça. Là. C'est très, très bien. Puis je pense qu'elle est contente d'être là-dessus, puis parce que ça a quand même été un peu crève-cœur les dernières élections, mais que voulez-vous? La population a parlé, c'est ainsi. Ouais. Mais Carmen va continuer de faire du bon travail pour le vélo. Carmen, qui est une cycliste elle-même, là, que je vois partir avec son kit là, régulièrement. Ouais. Vous, vous disiez que vous étiez un peu dans le milieu. Êtes-vous un cycliste convaincu aussi? En fait, je le suis de façon récréative. Okay. Donc, depuis toujours, mon épouse est une cycliste engagée. Donc, c'est une personne là, qui fait beaucoup de cyclisme par plaisir. Moi, tout ce qu'il y a de roues... Est-ce qu'elle est dans une équipe? Parce que je sais qu'il y a des équipes... non, c'est vraiment un loisir. Un loisir. C'est vraiment un loisir. Et puis, on est deux professionnels là, qui travaillons pas dans le milieu du cyclisme, mais mon épouse a toujours été très active. Puis, mon épouse a déjà participé à Bécancour à vélo. Vous-même? Ben oui, tout à fait. Quelle distance? Écoute, je suis un cycliste récréatif. Le familial.
C'est correct. Donc, je ne suis pas un performeur là, au niveau du cyclisme. J'ai une vie professionnelle bien remplie. Je suis une personne active, mais je ne me définis pas comme un athlète comme Vincent. Je suis une personne active. Donc, on roule à toutes les fins de semaine, moi et mon épouse. Ah ben, quand même. J'ai plusieurs vélos, dont un vélo de montagne comme Oui. toi, François, et j'ai un vélo de route aussi. Donc, je débute toujours mes débuts de saison avec le vélo de montagne pour les raisons que tu connais. Ouais. Donc, les routes sont moins propres, sont moins belles, sont pleines de trous. Le sable aussi. Oui, tout à fait. Tout à Hein, fait. les bords de route en sable, Ouais, là, à un moment c'est donné, ça. là, C'est ça. dans les tournants, là, c'est pas évident. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on voit que les conditions s'améliorent au fil de la saison. Ouais. Puis, tranquillement, pas vite, ben, je migre vers le vélo de route. Mais je commence toujours avec le vélo de montagne qui est un petit peu plus difficile. Je commence avec des plus petites Plus lourd, distances. puis Oui, tout à fait. Tout ça à fait. remet dedans. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on crève souvent avec les petits boyaux? Oui, ça arrive, c'est arrivé. Mais je suis très habile en mécanique. Bon. Fait que je me débrouille assez Combien bien, de temps pour changer un pneu? assez rapidement. Oui. Oui. Et je fais la mécanique aussi, puis la maintenance sur d'autres vélos. Ah oui. Fait que, puis mon frère est dans le domaine. Fait que c'est sûr que c'est plus facile pour moi. Fait que les choses les plus compliquées, c'est lui qui les fait. Puis quand c'est un petit peu plus simple, c'est moi. OK. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que j'aime faire du vélo. L'implication à Bécancour à vélo a débuté il y a quelques années. On est partenaire et fournisseur de Bécancour à vélo. Et puis... Là, vous parlez de votre entreprise. oui, tout à fait, tout à fait. ADN Communication. ADN Communication. Donc, puis c'est comme ça que je me suis intégré tout naturellement à l'équipe de la Tournée des Clochers, parce qu'à l'époque, ça s'appelait la Tournée des Clochers. Et puis là, on est revenu au nom original de Bécancour à vélo. Fait que ça fait quand même un certain temps que vous êtes impliqué. Là. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Fait que vous aussi, vous avez la vision, là. Oui, Tu sais, connaître bon, ben, là, les coups, les bons coups, les moins bons coups, ce qui a marché, ce que. oui, on était chanceux à Bécancour à vélo. Comme je te le disais tout à l'heure, François, on a vraiment une équipe de bénévoles en or. On a eu 2 ou 3 éditions maximum avec de la pluie. J'en ai connu au moins une. 2019? C'était une petite pluie, par exemple. OK, c'était pas 2019. Non. Donc, c'était l'année au Mont-Bénil. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un petit peu triste, Il mais... s'est mis à pleuvoir après avoir longé l'autoroute 30 là, sur la Ouais. piste cyclable qui se dirige vers Saint-Angèle. Oui. Il s'est mis à pleuvoir. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça fait partie des activités extérieures. On a été très, très chanceux parce que la grande majorité de nos événements s'est déroulée sous un beau soleil. rayonnant. Ouais, Parce c'est que ça. là, ça change un peu, j'imagine, l'image. Heureusement, c'est des inscriptions à l'avance parce que Ouais. la journée même, il y a des gens peut-être plus frileux qui doivent se dire Ouais. ah, ben aujourd'hui, peut-être Ouais, pas. c'est ça. Puis les gens consultent la météo aussi. Là, Ouais. on a la chance d'avoir de bonnes prévisions météo. Cette année, la particularité, comme je te le mentionnais, c'est les inscriptions limitées Ouais. en ligne. Donc, les inscriptions vont se faire via le site Internet. Vous allez avoir beaucoup plus de détails le 5 mai. Il y a des exclusivités qui vont être annoncées tant au niveau des implications dans la communauté que les détails au niveau de la journée du 5 juin. On est encore en préparatif pour beaucoup de choses actuellement. Mais c'est encore 35 l'inscription et gratuit pour 12 ans et moins. C'est ça? Ça va être 30 OK. pour les inscriptions et c'est gratuit pour les 12 ans et moins. OK. Ouais. C'est bon. C'est... Et il y a une boîte à lunch avec ça. Puis d'ailleurs, on mange bien, là, je veux dire. Oui, tout à fait. Donc, une boîte à des lunch. crudités, sandwich, Ouais. tout ce qu'il faut, un petit fromage, Ce qui est un santé. jus. Puis C'est ça. elle est très bienvenue en fin d'activité, la boîte à lunch, Oui, je dirais. tout à fait.
Donc, est-ce que vous allez participer à cette audition vous-même? Non, je vais être au niveau de la logistique. Ah, Donc, mon rôle principal, ben, comme tu le sais, c'est d'être président organisateur. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la logistique, il y a toujours plein de petits détails à voir la journée même. Et je m'occupe aussi des inscriptions, là, donc les gens vont être préinscrits, mais il faut les accueillir Ouais. et puis les diriger par la suite. Là. c'est Ouais, bon. ouais, ouais, ouais. Et là, on disait, bon, cette année, édition limitée en termes d'inscription, c'est quoi l'avenir? Est-ce que vous avez déjà pensé à les éditions qui s'en viennent, là? Pas tout à fait, François. Là, on se concentre vraiment sur l'édition qui s'en vient. Et puis, par la suite, le comité organisateur va se réunir pour faire un débriefing et voir établir une vision future. OK. Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'il va y avoir encore des prix de présence? Parce qu'on a dit que c'était pas une course, mais il y a des prix de présence, par exemple. En tout cas, il y en a déjà eu. Pas cette année. Pas cette année? Pas cette année. OK. Pas cette année. Cette année, c'est vraiment un événement là, de participation et récréatif. On fait du vélo. Oui, on donne la chance aux gens de faire du vélo après 2 ans d'absence. Et puis, c'est ce qu'on met de l'avant. Excellent. Oui. La météo, évidemment, on ne peut pas Pas savoir de contrôle pour là-dessus, l'instant. François? Non, puis c'est assez loin pour qu'on puisse pas avoir d'idée trop de ce que ça va donner ce jour-là. On se croise les doigts. On vous souhaite, après 2 annulations, là, vraiment une très bonne 26e édition. Les gens vont être contents de revivre ça. C'est quelque chose de très couru, puis c'est quelque chose d'apprécié. Puis franchement, c'est une bonne chose que ça revienne. Oui, oui, oui. Puis, c'est sûr que j'aimerais remercier aussi nos partenaires. Oui. On a des partenaires qui sont là depuis nombre d'années, dont la ville de Bécancour qui nous prête des équipements, les installations et pour la logistique aussi. On a le Métro Plus de Saint-Grégoire, donc pour les lunchs, qui est un très, très gros partenaire là, de Bécancour à vélo. Au Quai des Brasseurs pour la logistique, les repas et une consommation, bien sûr, après l'événement. Ben oui, ben oui. On a aussi Desjardins qui est présent avec nous. Là, C'est une forme de prix de présence, ça, une consommation. Oui, oui, oui. Puis ça a été apprécié les années passées. Et en plus, ça fait connaître, ça fait apprécier une entreprise de chez nous Tout à fait. qui s'en sort très bien. Desjardins, donc, qui est un partenaire financier et qui fournit aussi des bénévoles et un arrêt là, sur un des circuits. On a ADN Communication, bien sûr, pour la logistique et les services. Député Donald Martel, donc un partenaire financier important. Via 90.5 au niveau des médias. Et il y en a plusieurs autres actuellement qui sont en cours de négociation. Donc, on devrait être pas mal fixé pour la conférence de presse. Je ne sais pas si Donald Martel fait du vélo. Je lui ai pas demandé, c'est Carmen qui s'en occupe. Mais c'est une question, François, que je vais poser à notre prochaine réunion. Parce qu'on lui a déjà fait faire de la boîte à savon et malheureusement pour Donald, ça avait été un peu malheureux. Là. Il y avait eu un accident. OK. Donc, en tout cas, je lui souhaite pour sa santé de faire du vélo et de participer à l'édition de Bécancour à vélo. Une invitation va être faite à Donald Martel, assurément. Super. C'est le genre de bonhomme, je pense, qui se prêterait à ce genre d'exercice-là. Là. On va demander à Carmen de faire une approche. C'est bon. Ben là-dessus, je vous souhaite le meilleur des succès. Je félicite le comité organisateur, vos collègues et vous-même. Et puis, longue vie avec Bécancour à vélo, puis une bonne édition 2022. Je vais transmettre tes bons mots et puis on va vous attendre. Très bien. Merci, Stéphane Béraud. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.
Dallas and Memphis. Pumped a lot of pain down in New Orleans, but I never saw the good side of the city till I hitched a ride on a riverboat queen. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. J'ai chanté dans la brume, j'ai chanté dans les bars, dormi à la pleine lune dans mon case de guitare. J'ai roulé mon rock des jours et des mille à des chansons qui provoquent, des chansons plus tranquilles. Souvent pour rien, jusqu'au matin, il n'y avait rien pour m'empêcher de chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. Chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. We've got married and a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. What
romance. I want your psycho, your vertigo stick. I want your married window, baby, you're sick. I want your love. Love, 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 I want your love. I like the way I do. No, no, no. Tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you? Try to captivate you, baby, baby, baby. Tell me to miss you, existing just to kiss you. Like the way I do. On the highway to hell. No stop sign, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel's gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues. Playing in a rocking band. Hey mama. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, c'était clair que mon fusil changeait d'épaule. J'étais calme, j'étais doux, j'étais bon, j'étais fin, j'étais quand même sobre, ce qui est quand même rare. Malheureusement, j'étais encore invisible. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, j'avais décidé de faire un homme de moi. J'ai dit que tu me tentais, j'ai dit que je te désirais. Encore une fois, je finis seul avec ma bière. Oh non! J'espère que la bière au ciel me disait, j'étais